Changement climatique, crise sanitaire, crise économique, autant d'injonctions qui aujourd'hui sont susceptibles d'ébranler un territoire de montagne. Comment ces territoires ont-ils évolué ? Qu'il s'agisse de leur urbanisation, de leur développement économique, de leur gestion des risques naturels, quelles forces, quelles ressources déploient-ils pour lutter ou s'adapter ou encore transiter vers un futur qui semble rempli d'incertitudes ? Comment les habitants, les décideurs, les acteurs économiques ou encore les pratiquants imaginent-ils leur montagne de demain ? La montagne, je la pratique et je la connais depuis que je suis toute petite et je l'ai vue se transformer. Maintenant, je suis chercheur en sciences humaines et sociales au lieu, à Aix-Marseille Université, et j'ai eu envie de partager ce ressenti, renforcé par les alertes du GIEC sur le changement climatique et les observations scientifiques sur la transformation des territoires de montagne, avec d'autres chercheurs, des géographes, des sociologues, des urbanistes. Et c'est comme ça qu'on a créé le projet Imagine, qui s'applique sur la communauté de communes du Pays des Écrins dans les Hautes-Alpes. En tant que chercheur, il nous est apparu évident qu'il fallait étudier la pluralité des transitions, qu'elles soient écologiques, touristiques, économiques, environnementales. Et ceci dans les Alpes du Sud, territoire très exposé au changement climatique ces dernières années. Le projet Imagine s'inscrit dans une démarche de recherche-action, démarche dans laquelle nous travaillons en collaboration avec les acteurs du territoire afin de leur apporter des connaissances, leur permettant d'éclairer leurs décisions sur le développement futur des territoires de montagne. Qu'est-ce que vous avez préféré là ? Qu'est-ce que vous avez retenu sur les parcours perso des personnes ? On a quand même des personnes qui sont ancrées dans le territoire. Il y en a pas mal qui sont là depuis quelques générations, avec un mélange aussi de nouveaux, des nouveaux arrivants aussi sur ce territoire. C'était intéressant aussi de pouvoir confronter ce parcours individuel avec les représentations aussi de ce qu'est le développement de la montagne et de ce qu'ils souhaitent aussi faire pour leur vallée. Donc c'était important d'accorder du temps à ce parcours individuel. Le territoire de la communauté de communes du Pays des Écrins a été choisi parce qu'il présente une grande diversité de paysages, une pluralité des économies locales et la spécificité de permettre à tous de pratiquer des activités de détente ou sportives. Notre équipe de recherche est allée à la rencontre de 47 acteurs locaux, des habitants, des élus, des actifs, des retraités. Et 4 ateliers participatifs ont permis de compléter nos investigations. Nous étions particulièrement curieux de connaître l'histoire de ce territoire, spécialement à travers leurs témoignages, tantôt vantant ses richesses et parfois déplorant certaines vulnérabilités, certaines fragilités. Aujourd'hui, le monde a changé et nous profitons de ce partage pour saisir leur vision, leur espérance pour le monde futur. Ces territoires sont spécifiques sur le plan du changement climatique parce que c'est ici que les effets s'en font sentir de manière la plus évidente et c'est pour ça qu'il faut réinventer et innover la montagne. Notre quotidien, quand on était enfant, c'était déjà une vie de travail depuis très très jeune. Alors, travail adapté à notre âge, à notre force, mais qui existait. C'était, je sais pas, depuis l'âge de 7-8 ans, on allait garder les vaches, les chèvres, toute une journée, on partait, on allait au champ, racler le foin, on allait arroser les pommes de terre, les prairies et tout ce qu'il y avait comme travail, quoi. On essayait d'avoir quelques heures à nous pour vite jouer un petit peu ensemble, mais c'était pas si fréquent que ça. On avait beaucoup de travail quand même. Les gens, ils étaient agriculteurs, tous. Parce que l'agriculture, à l'époque, il n'y avait pas de la PAC, hein. Il n'y avait rien de l'Europe. Si vous aviez 15 moutons, si vous en crevez 3, c'était la perte, hein. Il n'y avait rien.
Si vous voulez, l'agriculture permettait de vivoter, d'avoir ce qu'il fallait pour manger, d'avoir un minimum. En 1884, le développement du rail, et notamment la mise en service de la gare d'Argentière, fut l'opportunité pour quelques pionniers privilégiés, amateurs d'alpinisme, de se rendre dans cet environnement exceptionnel. Un tourisme élitiste et contemplatif en saison estivale se met en place avec la construction de beaux hôtels, de refuges et la formation de guides de montagne. Parce que le tourisme est très vieux ici. Il y a eu quelques personnes à une certaine époque qui ont su s'adapter à ce tourisme, qui était un tourisme principalement d'été, principalement de gens très privilégiés, notamment les premiers Anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, comme à Ailefroide par exemple, il y a des hôtels qui datent de la fin du 19e quand même, c'est pas rien quoi. Mais c'était quand même relativement marginal. Aujourd'hui, ces pratiquants de haut sommet expérimentés comme amateurs permettent le maintien d'une économie modeste, locale et saisonnière. Dans cette période, on assiste à un fort développement industriel dans la commune de l'Argentière-la-Bessée. L'exploitation d'une mine d'argent, l'installation en 1910 de conduites forcées, suite aux innovations de la houille blanche, puis en 1991, l'implantation de l'usine d'alumine Péchinet qui permit d'améliorer un petit peu les conditions de vie des habitants de la vallée qui vivaient d'une agriculture de subsistance et qui cohabitaient parfois nombreux dans des conditions précaires. Le village de l'Argentière, quant à lui, se développe avec l'arrivée de nombreux ouvriers de nombreuses origines. Péchinet assurait un salaire qui permettait aux gens de pouvoir un peu investir plus facilement. Alors c'était une vie difficile aussi, parce qu'il fallait aller travailler à Péchinet. Péchinet commençait à 4h du matin, il partait à 2h à pied. Ces conditions de vie difficiles vont rapidement s'améliorer dans les années 60. En effet, l'orientation de la politique nationale va bouleverser le territoire et ainsi changer le cours de son histoire. En 1964, l'État met en place les plans neige, qui sont des plans nationaux d'urbanisation. Ils sont de véritables leviers de modernisation de la montagne et pour le cas de Puy-Saint-Vincent, ces plans permettent de donner un nouveau souffle à l'impulsion locale pour développer l'activité du ski alpin. En 1973, la station de Puy-Saint-Vincent 1600 est créée ex nihilo, dont la grande barre d'immeubles qui se nomme La Voile en est l'incarnation. La station de Puy-Saint-Vincent, 69-70, là, alors pareil, un petit téléski pour débuter, et puis voilà, c'est parti. Mais là, il y a eu des moyens supplémentaires, il y a eu des promoteurs qui sont arrivés, il y a eu le développement de la station. Et là, bien sûr qu'il est arrivé, un peu comme ça s'est développé très certainement ailleurs, une clientèle différente. Il y a eu toujours eu des classes de neige, mais il y a eu beaucoup plus de monde qui venait pour faire du ski. Il existait des vacances scolaires, alors qu'avant, en février, il n'y avait pas de vacances. Il n'y avait que les vacances à Noël et à Pâques. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing vient faire un discours à Val-Louise pour souligner la motivation de l'État à poursuivre les aides au développement des territoires de montagne, mais surtout pour annoncer l'émergence de règles environnementales via l'urbanisme. Les jeunes doivent pouvoir rester et doivent aussi pouvoir venir s'installer dans les communes de montagne. Ils doivent pouvoir y vivre décemment sans devenir des assistés subventionnés pendant toute leur vie active. Puy-Saint-Vincent et Pelvoux, dans une moindre mesure, ont permis à la jeunesse de rester. Ce qui est mon cas. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, par exemple,
peut-être que je serais parti probablement ailleurs et installé et faire ma vie peut-être ailleurs, parce que je n'aurais peut-être pas eu les moyens de rester ici. Ce modèle de station intégrée, moderne et soutenu par l'État se voit aussitôt freiné pour des raisons d'impact environnementaux. En effet, des mouvements écologistes apparaissent. Ils forment un contre-pouvoir qui incite l'État à créer des parcs nationaux, de véritables sanctuaires de biodiversité. Et en 1973, c'est la création du Parc national des Écrins, la même année que la création de la station de Puy-Saint-Vincent 1600. Il y a le tourisme. Un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale. Un tourisme accessible au plus grand nombre. Un tourisme respectueux des sites et des paysages. Cette évolution amène Valéry Giscard d'Estaing, dans son discours de 1977, à annoncer la création d'un zonage d'urbanisation plus contraignant qui a permis localement de stopper le projet d'aménagement qui visait à agrandir l'immeuble de la Voile. Cette période de développement des stations de ski et de l'urbanisation en montagne fut accompagnée de changements au long cours, tels que le déclin démographique et la transformation des paysages, et de changements brutaux, comme la fermeture d'industries en 1988, dont les effets furent ressentis comme un frein économique et social dans la vallée et même à l'échelle du département. Depuis que je suis gosse, je vois en face de chez moi une immense cheminée d'aluminium péchiné qui fume. Alors toute la vallée d'ailleurs est empoisonnée par ces fumées. Et d'un seul coup, c'est la fin de l'usine. Les sirènes de la ville sonnent et cette immense cheminée que j'avais en face du nez s'effondre. Et là, je me suis mis à chialer. Parce que je me suis dit, ça c'est le symbole d'une vie qui est foutue pour un tas de gens et il va falloir faire reconstruire quelque chose. Aujourd'hui, à quoi ressemble un territoire de montagne ? Parfois meurtri par une industrie perdue, parfois marqué par des projets immobiliers qui ont prospéré ou échoué. Ça fait vivre toute la population en fait. L'hiver, c'est toute la population qui est concernée par le ski. Parce que si on revient 100 ans en arrière, il fallait cultiver l'été, et puis après, l'hiver, on attendait que ça passe, on bricolait un petit peu et tout, mais on ne créait pas de richesse, on ne créait rien, on survivait plus qu'autre chose. Donc là, si on arrête l'activité d'hiver, comme ça, du jour au lendemain, je pense que ça ferait du mal. Le problème majeur, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, on vit du tourisme, et quasi exclusivement du tourisme, puisque toutes les retombées qu'on a viennent du tourisme. Ça impacte les hôpitaux, ça impacte la production hydroélectrique, après ça impacte à peu près tout le monde, quoi. Je crois que sans tourisme, demain, on est sinistré, quoi. L'économie a été tournée sur le 100% neige, et évidemment, quand le climat se modifie et que la neige se raréfie, on ne peut plus vivre sur une... On est tous saisonniers ici, ça a toujours été. Tous les gens ont 2-3 métiers. Mais là, avoir un métier principal qui est passé de 4-5 mois à 1 mois et demi, 2 mois, quelquefois, 3 mois dans le meilleur des cas, ça devient compliqué. C'est plus de la saisonnalité, ça devient marginal. On a une fréquentation touristique, donc on a des retombées directes qui sont le ski, les hébergements, la restauration, tout ce qui est lié à la fréquentation. Puis il y a tout ce qui est lié à l'achat et à la résidence secondaire qui, elle, décline du coup tout le BTP, tout l'ensemble. Donc je pense que demain, on nous dit qu'il n'y a plus de touristes ici, il ne restera plus rien. Aujourd'hui, ces territoires restent des réservoirs de biodiversité qui attirent les familles sans pour autant pouvoir leur faire de place. En effet, une conséquence marquée de cette économie est la valorisation excessive des biens immobiliers. La cause est l'augmentation rapide des résidences touristiques qui a comme impact direct la diminution des terrains constructibles et la hausse des prix du foncier qui, in fine, entraîne une forte diminution de la capacité d'accueil des familles à revenus modestes. Puis là, c'est des gens qui vivent, qui travaillent sur le... Donc on n'est plus sur des résidences secondaires, on n'est plus sur du transit, et ça n'empêche pas forcément le tourisme.
peut-être qu'après, le faire différemment. Là, aujourd'hui, il y a des pressions très fortes sur la vallée de Valouise, par exemple, en termes immobiliers, parce que c'est des terrains à construire, tout ça. Donc là, on perd petit à petit un émiettement du territoire pour faire de la résidence, et beaucoup de résidences secondaires. Le jour où ça s'écroule, c'est pas les maisons vides qui vont nous nourrir, ce genre de choses. Parler du problème de logement. Axel, il habite dans la Tiny House qui est là-bas. Là. Ah oui, juste derrière. Et donc, ces logements de type habitat léger, c'est autorisé par la loi, mais au niveau des locaux, des élus locaux, c'est un peu au bon vouloir de l'élu local d'accepter ou pas. Et on a vu des histoires, même si c'est ton terrain et que c'est constructible, si la mairie elle est pas d'accord, en fait ils te virent. Donc, il n'y a rien qui est prévu. Ça faciliterait qu'il y ait une taxe mise en place spéciale pour les habitats légers. Je pense que ça aiderait les élus locaux à accepter plus facilement. Il y a beaucoup de maisons ici, il doit y avoir 75% de gens, c'est des résidences secondaires. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent s'installer et tout, c'est un peu difficile pour eux. Enfin, je ne dis pas qu'il faudrait faire comme ça, mais moi ça m'énerve un peu de voir que c'est plus ouvert pour les gens en résidence secondaire. On n'en veut pas trop de résidences secondaires, ça n'amène rien au village, quoi. Bon, qu'il y en ait, c'est normal, mais on préfère des gens qui s'installent à l'année. Comment vous faites? Des fois, vous avez des dilemmes comme ça, où vous avez une résidence secondaire qui va se construire, mais que vous aimeriez garder ce terrain pour... Mais même si on dit encore une résidence secondaire, on n'a pas le choix. Oui, c'est les propriétaires. C'est le propriétaire qui vend son terrain. Oui. Et nous, en tant que mairie, on ne peut pas refuser un permis. Oui, il n'y a pas de réglementation de toute façon sur la résidence secondaire. Il va me dire, mais moi, une fois que j'ai construit, je vais payer mes taxes, je vais payer tout ce qu'il faut, quoi. Oui. Voilà. Alors, c'est un peu, on peut pas refuser. Le territoire poursuit son lent dépeuplement, dont les sources sont multiples et qui aujourd'hui inquiètent les acteurs locaux, notamment parce qu'il met en péril le service public. On peut citer la fermeture des classes des écoles primaires, qui sont pourtant une source de dynamisme pour les villages. Un autre phénomène qui s'opère depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la diminution de l'agriculture. Ainsi, les paysages se ferment progressivement et les terrains se construisent. Malgré la politique agricole commune, la PAC, et les efforts de la SAFER, l'agriculture des territoires de montagne reste une activité fragile. La difficulté, c'est que finalement l'activité touristique empiète avant tout sur les espaces agricoles. Par exemple, il y a peu de maraîchage ici, alors même si les saisons sont plus courtes qu'en Provence, il y a moyen quand même de produire d'alimentation. Il existe également de grandes difficultés à acquérir des terrains agricoles, bien que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER, tente d'œuvrer dans le bon sens. Après, concrètement, nous, la SAFER ici, je pense qu'elle, globalement, elle fait sur le nord du département, elle fait du bon boulot, quoi, en termes de préservation des terres et tout. Après, là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est que du coup, on est sur deux échelles de temps différentes, quoi. Je veux dire, avec la SAFER, ça prend tout de suite vachement de temps, quoi. Là, ici, à partir de là, c'est que des bandes qui font 2 mètres de large et 30 mètres de long, quoi. Donc, et là, ça y est, j'allais acheter celle-là. Mais voilà, si jamais ce propriétaire-là, il dit non, moi je veux pas vous le louer, machin. Concrètement, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et après, il y a aussi le souci que les propriétaires, ils pensent avoir de l'or en barre aussi, quoi. J'espère qu'il n'y a personne en bas là. Ça y est, tout est parti là. Tout est parti. L'autre. Les vallées alpines, comme ici la vallée de la Valouise, sont concernées par les phénomènes naturels. On peut observer ici des chutes de blocs, des glissements de terrain, pour tout ce qui est phénomène gravitaire, ensuite des inondations, voire des crues torrentielles assez récurrentes ici, et puis des avalanches bien sûr en hiver. La problématique aujourd'hui, c'est que le changement climatique
fait évoluer tous ces phénomènes naturels avec des épisodes de sécheresse, de canicule, de la fonte des glaciers, des épisodes de fortes pluies. Donc les phénomènes gravitaires évoluent. Ce que dit le GIEC aujourd'hui dans ses derniers rapports, c'est que leur intensité va augmenter, même si leur fréquence ne va pas forcément changer. La problématique aussi, c'est que si le changement climatique évolue, on n'est pas à l'abri que également la fréquence de ces événements change. La littérature scientifique montre clairement une modification des phénomènes naturels liés au changement climatique. Sur le terrain, ce sont les acteurs qui le vivent concrètement. Et maintenant, je ne fais plus que de la randonnée. Du ski de randonnée. Du ski de randonnée. D'accord. Ah, il y a vraiment 5 semaines avant et après, quoi. En tout, pour moi, il manque 10 semaines de neige. D'accord. 10 semaines de neige. On vient en mars-avril. Donc du coup, c'est toujours la fin de saison et malgré tout, ici, on a toujours un bon enneigement. Enfin, il y a des années où c'est moins bon. L'année dernière, c'était moins bon que cette année. Quand j'étais jeune, j'ai toujours skié ici, en fait, et il y avait des semaines de poudreuse et tout, alors que maintenant, les semaines de poudreuse, ça se compte sur les doigts d'une main. On est une vallée protégée, mais pas du changement climatique. Pas du tout. Alors là, bon, le changement climatique, effectivement, on le subit... comme le monde entier, quoi. On le subit de plein. Et parler du glacier blanc, effectivement, le glacier blanc, ça devient une petite sucette, quoi. Et moi, je l'ai connu gaillard. Je l'ai connu encore plus gaillard dans la petite période toute mini glaciation qu'il y a eu dans les années 80, où tout d'un coup, le glacier s'est mis à pousser. Tous les glaciers ici, là, c'était impressionnant, quoi. Très impressionnant, hein. Et puis, c'est reparti, mais alors, ça a été une petite embellie glaciaire, mais alors c'est tout, quoi. Les impacts du changement climatique vont inéluctablement influencer les futures décisions en termes d'économie locale, de gestion des risques naturels ou encore de préservation des ressources naturelles. Est-ce que c'est des phénomènes que vous trouvez en augmentation ? Non. Moi, je les trouve en diminution. D'accord. Notamment les laves torrentielles qu'on a pu essuyer dans les années 90. On est confronté, auquel on doit faire face, c'est la crue Sandnal. Bon, la millénaire, on n'en parle pas, mais c'est la crue Sandnal qui prendrait tout le bassin versant depuis le Lotaré, le col d'Isoire, donc qui arriverait ici à l'Argentière avec je sais plus, c'est 600 mètres cubes secondes. On dit, et puis a priori c'est statistiquement, on le voit, le nombre de cyclones n'augmente pas. Mais l'intensité des cyclones, elle augmente. En fait, c'est ça qu'on est en train de dire. Finalement, les phénomènes, ils ont toujours existé. Ce qui est en train d'augmenter, c'est l'intensité des phénomènes. À la Grave, cet hiver, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y en a une énorme. Jamais personne de mémoire d'homme ne l'avait vue, celle-là. Donc, voilà. Le changement climatique, il est évident. Enfin, ici, on est aussi face à un site qui est juste en face de nous. Ça a été le premier grand incendie dans les forêts alpines. Il n'y en avait pas eu avant. Il n'y avait pas de grand incendie dans les forêts alpines. Et cet incendie est arrivé parce qu'il y a eu une année de sécheresse absolue, avec des vents d'une violence inouïe. Moi, j'ai passé le début de mon premier mandat à gérer des coulées de boue. Donc des laves torrentielles qui sortaient de partout. Là, une fois, on avait vu carrément, ça faisait une lame d'eau de plusieurs mètres de haut. Ah oui. Un énorme, c'était avec des blocs comme 3 fois la table qui flottent sur le truc. Et ça, c'était quand ? Il y en a eu... C'était il y a 2 ans, non ? Je trouvais, oui. 2-3 ans ? Il y en a une, il y a eu 2-3 ans. Même des éboulements de falaises, qu'à l'époque, on n'y pensait même pas que ça pouvait arriver, quoi. Ce changement climatique impacte également les ressources naturelles. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est un peu le château d'eau de la Provence, avec la Durance. Donc et si vous venez en plein été, vous verrez que la Durance, elle a un super débit, elle est fraîche. Et ça marque simplement que ce beau débit, il est lié à la fonte des glaciers. Le jour où il n'y aura plus ces glaciers pour soutenir l'étiage de la Durance, vous allez diminuer le volume, le débit du cours d'eau de façon très importante.
dans ce contexte de changement climatique bien perçu par les acteurs du territoire, ces derniers imaginent leur avenir. Et on sent vraiment que la montagne de demain leur parle. Je pense que l'eau, ça sera un des éléments centraux. La gestion de l'eau, ce sera un des éléments centraux de la vie ici, suivant les différents scénarios. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y aura plus de glaciers, l'été en Provence, ça va être plus compliqué. Ça, c'est sûr, parce que quand vous voyez le débit qui est pris à la Durance, quand il n'y en aura plus, ou en tout cas un débit insuffisant, il va bien falloir faire quelque chose. Au niveau du tourisme, moi je suis optimiste sur l'évolution du tourisme, en tout cas l'été, dans la vallée. Parce que on le voit nous, au niveau du refuge, on le voit il y a de plus en plus de monde, de gens différents qui viennent. Autant il y a 40 ans, il y avait des alpinistes et des randonneurs qui venaient ici. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui découvrent la montagne, qui viennent découvrir ce milieu-là. Je pense qu'on a vécu le tout ski, que ça restera encore un moment, ça c'est certain. Sans doute différemment, mais je pense que aussi la demande des gens et des touristes évolue. On revient aux conséquences de la crise sanitaire. On voit que sur l'année qui vient, la consommation du tourisme, en tout cas chez nous, n'est pas du tout la même. Je pense que nous avons réussi à faire du ski sans forcément trop dénaturer notre environnement, comme ça peut être ailleurs, avec des stations au village, des choses qui sont plutôt préservées. Et je pense que notre tendance, elle va être dans ce sens-là. L'artisanat, de toute façon, on en a besoin à partir du moment, de toute façon, où vous avez une population locale, permanente, qui vit. Et on a toujours besoin d'un plombier, on a toujours besoin d'un chauffagiste, on a toujours besoin de faire. Et plus vous développez finalement cette partie permanente, plurielle et multi-activité, et plus finalement vous avez des interactions qui se créent. Dans mon monde idéal, c'est avoir une mobilité douce déjà sur toute la vallée. L'équipement en voie cyclable me paraît absolument nécessaire. Ça, c'est pour le déplacement. Et dans les communes également. C'est-à-dire dans les communes, on n'a pas de temps de développer, penser en tout cas à développer pour que les enfants ils puissent aller en vélo au collège. Mais oui, ça, c'est à développer. S'il y a encore une station, pas monter à la station en voiture non plus. Soit avec un effet téléphérique ou bus ou train. Je veux que ça soit donc un train qui serve la population, donc qui s'arrête dans des gares. C'est pas pour faire Briançon-Marseille sans arrêt, c'est bien, on dessert et on fait le truc. Et que ce train puisse aussi servir à autre chose que les transports de voyageurs. Ça peut être aussi finalement des aliments, une production agricole, tout ça. Retrouver du terrain agricole, de la surface agricole, pour de la production alimentaire en particulier. Essayer de produire localement au maximum, tout en gardant un lien de toute façon avec le bas, parce qu'on ne pourra probablement pas, au regard de la population qu'on a tout français, mais passer de 3 ou 4 jours d'autonomie alimentaire à un peu plus. Qui est là, que ça continue en poule pondeuse, même dans 20 ans, moi je ne serai plus là, c'est sûr. Mais voilà, que ça continue, qu'à côté, il y ait quelqu'un qui soit en légumes, que derrière il y ait quelqu'un qui soit en petit élevage de poulets de chair et lapins, pourquoi pas, mais un petit maillage quoi. En fait mon objectif en étant là c'était de dire je veux que mes œufs parcourent le moins de kilomètres possible quoi. Je veux qu'ils restent un maximum autour de l'Argentière et là le plus loin qu'ils vont c'est Briançon quoi. Je les livre à vous que dans une société, je trouve que c'est un métier qui a du sens et qui, de la manière dont moi je le vois, dont j'essaie de le mettre en place, pour moi ça a vraiment du sens et j'ai vraiment l'impression de participer positivement à la vie du territoire, quoi. Ne plus construire du tout sur du terrain qui est potentiellement justement cultivable, rester raisonnable, c'est de la sobriété, on va dire la sobriété heureuse de Rabi, mais de la sobriété. Les acteurs locaux ont de nombreuses idées pour maintenir la vie de leur territoire face au changement climatique. Mais maintenant, comment mettre ces idées en mouvement ? Et c'est quoi au juste la transition ? C'est plus stagnant qu'en transition, mais après voilà, je pense que c'est... Peut-être que justement c'est une histoire de transition et que dans peu de temps les gens seront plus en place, les nouveaux seront là depuis quelques années, les autres seront là, on aura plus de conseils à se donner entre nous et peut-être qu'on arrivera à développer plus de choses, mais c'est vrai que voilà. Donc la transition, c'est déjà prendre vraiment d'une façon lucide note de tout ce qu'il y a, de tout ce qui cause ces réchauffements climatiques
et des actions à faire. Et ensuite, la transition, c'est, comme je disais, avoir des gens intelligents qui prennent les bonnes décisions sur le territoire. On sent que les gens, là, ont envie d'autre chose. Donc il faut leur proposer autre chose. Et cette transition-là, la question de Pelvoux, qui est à basse altitude, va se poser. La question des activités hivernales, parce que c'est surtout ça. Je pense qu'elle n'est pas entamée. Si on parle vraiment touristiquement, je pense qu'elle n'est pas entamée. Moi, je trouve que, justement, il n'est pas en transition. Disons qu'à un moment donné, on a pris du retard sur le développement au niveau des Alpes. On se disait, mon Dieu, mais ici, on est au Moyen-Âge, on n'a pas une remontée mécanique qui monte sur le glacier. Et puis, finalement, on n'a plus besoin de ça. Donc, on n'est pas vraiment en transition. On est dans une bonne continuité, en fait, je dirais. Aujourd'hui, elle est partout, cette transition, donc on est devant le fait accompli. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Je pense qu'il y a 10 ans, on y réfléchissait, on y pensait, on avait envie d'eux. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut y aller. Bon, d'accord. La transition, on s'aperçoit que ce n'est pas si clair pour tout le monde. On y est, on n'y est pas. La transition peut être considérée comme une période de changement où les habitants, les actifs et les élus doivent réfléchir à cette projection concrète dans leur futur territoire pour définir une trajectoire commune et, tant qu'à faire, la plus consensuelle possible. Cette transition est plurielle, embarquant avec elle tous les domaines. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu de ces territoires, c'est d'être capable de rebondir pour maintenir un territoire vivable, d'un point de vue économique et social. Et il se trouve que sur le territoire de la CCPE, au niveau de l'Argentière, cette capacité de rebond a déjà porté ses fruits face à un autre phénomène, la catastrophe de la fermeture de l'usine Pechiney en 1988. En 1989, en tant que maire, on a cherché à faire à la fois une économie touristique différente, mais une économie touristique qui ne soit pas simplement une économie où quelqu'un arrive pendant 2 mois, fait du kayak ou du raft et puis disparaît. Et sur ce plan-là, le stade d'eau vive est un exemple, parce que le stade d'eau vive, c'est quoi? C'est de faire en sorte, certes, qu'il y ait des compétitions, donc des choses qui sur le territoire ramènent beaucoup de gens, que des gens s'amusent, j'allais dire, dans un stade de slalom qui est sur une rivière naturelle, ça ramène beaucoup de touristes. Bon, mais au-delà, c'est aussi la salle de classe d'un centre de formation qui est maintenant non seulement sur les métiers de l'eau vive, mais également sur l'ensemble de ce que j'ai appliqué la chaîne des activités de pleine nature. Cette année, j'ai une promo qui est un peu vaste. Peut-être parce qu'on commence à avoir aussi une réputation, on fait du bon travail, j'espère en tout cas, mais que du coup les gens ont envie de venir se former ici. Et après, si on regarde aussi les autres centres de formation dans le reste de la France, au printemps, quand il y a la fonte des neiges, qu'il y a des gros niveaux d'eau dans les rivières, ils viennent ici. Parce qu'en fait, pour pratiquer, au final, c'est l'endroit un peu le plus sûr en France, donc sur notre activité, sur la période fin avril à juillet. Ainsi, la création du Centre régional de formation de canoë-kayak donnera l'opportunité à l'exploitation de nombreux commerces comme des loueurs, des restaurants, des hébergements. Cette trajectoire témoigne d'une prise de décision sur l'activation d'une ressource locale féconde. Aujourd'hui, d'autres projets fleurissent dans la vallée et apparaissent parfois comme les premiers signes d'un contexte de transition, de changement de modèle. Il s'agit de la réalisation de projets à l'initiative des collectivités locales, mais aussi d'initiatives locales. Quelle trajectoire doivent emprunter ces territoires de montagne? Une trajectoire sobre, à l'écoute et respectueuse de l'environnement et de ses changements déjà amorcés? Cette trajectoire nécessitera peut-être une acceptation de modification du niveau de vie et des manières différentes de travailler, ou une trajectoire adaptable au changement, tout en poursuivant la période d'un beau développement économique, au risque d'abîmer l'environnement et épuiser ses ressources naturelles fragiles. Entre ces deux trajectoires, il en existe probablement d'autres à inventer, à adapter,
porteuse de choix d'avenir, dont le vôtre. L'année dernière, on a eu les résultats d'une étude Météo France qui nous conforte sur l'idée qu'il faut savoir anticiper peut-être à 10-15 ans une fin du ski alpin. Et cette anticipation, elle a fait l'objet d'une décision du département en décembre 2020 qui finalement pose un signal politique qui est inédit en France. Et c'est là qu'on se distingue.